Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent, votre double dose même hebdomadaire de basket. Premier rendez-vous en ce début de semaine, en ce mardi matin pour vous qui nous écoutez sur les différentes plateformes de podcast. Début de mois chez TFA, c'est le conseil de classe. On va donner les bons et les mauvais points à différentes équipes NBA. Alors, pour cette semaine, je retrouve évidemment mon acolyte de toujours, Cédric. Comment vas-tu, Cédric ? Salut Chris, salut à tout le monde, très heureux. Début de semaine en fanfare avec un invité un peu exceptionnel aujourd'hui. C'est ça, je vais te laisser nous le présenter à nos auditeurs, auditrices. On a la chance d'avoir Simon qui est venu nous accompagner pour distribuer les bons et les mauvais points de ce mois de février. Salut Simon, comment ça va ? Merci Cédric, merci Chris, merci de l'invitation. C'est un honneur pour moi aussi de vous rejoindre. Je suis quand même un de vos auditeurs assez réguliers. Je pense que j'en ai raté quand même quelques-uns, mais j'ai l'habitude de vous écouter 2 fois par semaine. Yes. Oui, c'est un rythme que j'aime bien en plus, ce côté début de semaine, milieu de semaine, je sais pas, je trouve ça bien. Quelque part entre l'hebdo et la matinale, c'est pas mal. Et c'est parti de là en fait. Tu nous as tagué parmi d'autres podcasts dans un tweet où tu expliquais en fait ce côté qualitatif et quantitatif et qualitatif avec pas mal de contenu. Et c'est vrai qu'on a discuté avec toi après derrière et tu as accepté notre invitation. Donc c'est avec un réel plaisir qu'on t'accueille en ce début de semaine. Oui, écoute. Oui, Cédric, tu disais ? Non, c'était juste pour enchaîner sur le conseil de classe, mais vas-y. Oui, voilà, il faut. Donc le principe, vous voyez ça tous les mois. Moi, j'aime bien en plus être là pour cet épisode-là, c'est rigolo. Bon, c'est parfait. On va expliquer, recontextualiser le conseil de classe, peut-être pour ceux ou celles qui nous découvrent ou qui vont nous écouter à l'occasion de ta venue, Simon. Tiens, Cédric, je te laisse un petit peu réexpliquer le format qu'on a décidé cette année avec les équipes de The Free Agent pour ce conseil de classe. Donc on se concentre que sur le mois de février qui s'est écoulé. Donc les premiers matchs du mois de mars ne comptent pas. Important à signaler. Faut bien en avoir conscience. Et donc du coup, on a 4 catégories. On a donc les surdoués, le succès, le peut mieux faire. Et puis alors le carton rouge, les cancres, ceux qui vraiment, vous êtes au fond de la classe, les gars, va falloir vous réveiller ou pas, mais ça va pas du tout, quoi. La place près du chauffage, c'est pas bon. C'est ça. Donc à chaque fois, une équipe en particulier sur laquelle on va zoomer. C'est en particulier Simon, notre invité, qui va pouvoir zoomer là-dessus. Et nous, on va t'accompagner évidemment pendant cette émission. Conférence Est ou conférence Ouest, évidemment, on pioche un petit peu partout. On sera beaucoup à l'Ouest, vous verrez dans ce podcast-là. Et vendredi, avec Yannick, vous retrouverez également les mêmes rubriques, mais avec d'autres équipes. Juste avant de se lancer, on rappelle la petite... tous les petits moyens de nous suivre, Cédric, entre l'application, les réseaux, il y a pas mal de moyens de suivre The Free Agent. Twitter, TikTok, Insta, ils sont partout. Les podcasts, l'application, comme tu l'as dit, n'hésitez pas à la télécharger, elle est pratique pour suivre tous les matchs en direct, les résultats, les classements, les effectifs et tous les articles qu'on peut sortir au fur et à mesure. C'est ça, tous les jours, toutes les semaines, on vous accompagne sur les différents sports majeurs américains, donc n'hésitez pas à nous suivre. Allez, on attaque tout de suite ce conseil de classe donc du mois de mars, mais consacré au mois de février qui vient de se terminer. On va attaquer les surdoués du premier rang. Comme on vous l'a dit en début d'émission, on se base uniquement sur les résultats du mois de février. On va attaquer les Golden State Warriors. Simon, c'est l'équipe que tu as décidé de choisir, qu'on a choisi ensemble pour cette première catégorie. Je donne 2-3 chiffres et après on te lance là-dessus sur ton avis général autour de ces Warriors. Alors, à l'heure actuelle, les Warriors, c'est 9e, mais ça change tous les jours. En tout cas, nous, quand on tourne lundi après-midi, ils sont 9e de la conférence Ouest. 32 victoires, 28 défaites. Le mois de février, excellent pour cette équipe des Warriors. 11 victoires et 3 défaites, avec un 8-1 à l'extérieur à souligner. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as pu voir de cette équipe des Warriors, Simon, ce mois de février? Vraiment, on a l'impression de retrouver quand même l'équipe qu'on connaît depuis maintenant des années. Non, tu le dis bien, c'est l'impression de retrouver une équipe qui est calibrée pour être quand même dans la course au titre, ou en tout cas dans des équipes qui comptent. On a un noyau dur qui est quand même encore celui de la dynastie, même s'ils sont âgés.
auquel on a en plus Chris Paul, etc. et tout. Il faut revoir ce que pas mal de gens disaient en fin de saison. Tout le monde pensait quand même que les Warriors, alors, n'allaient pas forcément surfer sur la régulière, mais n'allaient pas non plus vivre une régulière aussi dramatique que ce qu'ils ont connu, donc jusque, on va dire, fin janvier. C'est plus que des événements contraires qu'ils ont connus. C'est une vraie. Il y a un drame humain avec quand même le décès de Ouais, c'est ça leur surtout. assistant coach. Ouais. Faut quand même, voilà, et des fois il faut accepter que dans le sport, évidemment qu'ils ont eu un mois très compliqué sur ça. Il y a quand même aussi, et c'est bien, c'est l'actu, il y a toujours ce problème un peu serpent de mer avec, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie privée de Wiggins, mais on comprend que c'est très délicat. Là, il est de nouveau, de manière un peu indéfinie, mis de côté. Je sais même pas les bons mots, mais en tout cas, il n'est plus avec l'équipe là, en ce moment au moment où on enregistre. On ne sait pas pour combien de temps. Et en fait, par la force des choses, par rapport à tous ces vents contraires et tout, Steve Kerr, qui était peut-être un peu trop attentiste ou en tout cas un peu trop lié à ce qu'il a fait gagner, parce que c'est le problème en NBA, quand tu as gagné avec une certaine formule, tu as tendance à penser que cette formule te fera toujours et encore gagner. Bah là, il a été bien obligé de changer et son 5 et ses rotations et tout ça. Et comment dire, coïncidence ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas ça marche. En tout cas, ça marche mieux. Moi, j'ai 3 facteurs. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Je dirais dans l'ordre, si on veut faire un podium des raisons. Draymond Green est la première. Je pense assez nettement. Le niveau de jeu de Draymond Green. Surtout le niveau de jeu défensif, mais pas uniquement. Ce rôle de connecteur en attaque, de l'énergie qu'il met quand même, la volonté aussi, parce que c'est un des joueurs, je pense, moi, avec la plus grosse volonté. Quand Draymond Green veut gagner un match de basket, c'est quand même compliqué de l'en empêcher. C'est un truc, c'est une constante depuis une dizaine d'années. Quand il est relativement pas trop mal luné et qu'il veut vraiment gagner, c'est un des meilleurs compétiteurs de la ligue. Deuxième facteur, je pense, qui est le retour de Klay à un niveau de jeu plus conforme à ce qu'on attend de lui et qui est paradoxalement passé par le banc. Mais en fait, en général, il est avec le banc parce qu'avec l'absence du rookie, il avait regagné le 5. Du coup, il est souvent associé avec Chris Paul sur le banc et il se trouve que Chris Paul, Klay Thompson, niveau bas courte, contre des deuxième 5 adverses, ils se régalent. Hein. Les deux pépères, tu leur donnes des bancs adverses, ils savent quoi faire. Quoi. Et le troisième facteur qui est peut-être plus long terme et qui est une vraie bonne nouvelle, je pense, et qui change la dynamique des Warriors et peut-être même pour le play-in, les playoffs et tout, c'est l'émergence totale et indiscutable de Kuminga. Kuminga, ouais. Clairement. Moi, je suis peut-être trop optimiste, mais je vois un joueur All-Star, voire peut-être même All-NBA, une sorte de Siakam, avec peut-être encore plus de patates. Cette possibilité aussi d'être très complet, d'être un joueur de front de courte ultime. C'est-à-dire, en fait, ailier intérieur dans cette NBA moderne, le mec, il s'en fout, il attaque toutes les raquettes, il défend tout, etc. Et honnêtement, chaque fois que je le vois jouer, j'ai un peu la même chose avec Scottie Barnes, mais à un degré encore supérieur avec Scottie Barnes. Mais à chaque fois que je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il progresse vraiment devant moi, de match en match, quoi. Kuminga, surtout, en début de saison, il y a eu quelques fritures sur la ligne avec Steve Kerr. Il avait clairement dit qu'il avait du mal à se retrouver autour du coach. Ça semble aller mieux. Cédric, par rapport à tout ce qu'a dit Simon, Klay Thompson sur le banc avec Chris Paul, Draymond Green qui rejoue enfin en basket et qui parle de lui pour le terrain et pas pour les frasques en dehors ou pour les déclats. Et Kuminga, je pense que tu es d'accord. Est-ce que tu vois d'autres raisons pour expliquer ce très bon mois de février des Warriors? Non, pour moi, c'est vraiment la remise en question de Steve Kerr, en fait, qui a fait une révolution tout en douceur. Quand même, quand tu arrives à mettre un mec qui est payé 43 millions sur le banc, au niveau de l'ego, on l'a vu de par le passé, certains joueurs ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Et là, c'est passé crème, quoi, tu vois. Draymond Green qui revient crème aussi, quoi, malgré début de saison catastrophique en dehors des terrains. Et même sur le terrain même, mais et qui revient concentré, prêt de nouveau on remet le bleu de chauffe et on retourne au combat et on fait ce qu'il faut quand il faut et comme il faut. Et tout ça, je pense, c'est la patte de Steve Kerr et de son staff en fait. Et peut-être que justement ce décès-là, cette tragédie leur a peut-être fait aussi du bien pour se reconcentrer et se souder entre eux et qu'il y ait de nouveau une unité qui se crée entre les jeunes et les anciens. Et c'est vraiment, c'était un peu inattendu, je trouve, sur ce mois de février, de les voir revenir comme ça aussi fort. Et j'espère pour la suite et pour la fin de la saison que ça va continuer, quoi. Est-ce qu'on peut envisager que les Warriors ont surperformé sur le mois de février, mais comme ils ont sous-performé sur le début de saison,
En gros, on peut se dire qu'ils vont peut-être trouver leur rythme de croisière là sur la meilleure période qui arrive, c'est-à-dire les dernières semaines avant les playoffs, le play-in, à vous de voir, mais je sais pas ce que tu en penses, Simon. Où se trouve vraiment ce réel niveau de cette équipe des Warriors là? On ne sait pas encore tout à fait, mais là où tu as complètement raison, c'est qu'on a assisté à un rééquilibrage. Ils étaient sans doute meilleurs que leur bilan, on va dire, de fin d'année, jusque Noël, janvier. Et ils sont peut-être pas aussi bons, mais ça, on le verra. En tout cas, là, ils sont à 11-3 sur le mois de février. Alors, Ouais. tu l'as dit, et c'est quand même assez ironique. Par contre, ils ont pris la valise de l'année Ce week-end hier, là, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ce week-end, contre des Celtics qui d'ailleurs auraient pu et auraient peut-être dû, mais être les vrais lauréats, félicités, etc. du mois, parce que je le rappelle, le vrai meilleur bilan en pourcentage, alors en nombre de victoires, c'est les Warriors parce qu'ils en ont 11, mais ils ont joué 14 matchs, 11-3 donc. Les Celtics, eux, si je dis pas de bêtises, sont à 9-1 sur février. Peut-être, ouais. C'est vrai que j'ai pas le tableau devant les yeux, mais moi je l'ai, hein. J'ai les ok, bon. Celtics à 9-1. Et ensuite, tu as 11-3 les Warriors et tu en as deux équipes sont à 9-3. Pour aller vite, Magic et Lakers. Ok. Voilà. Les Warriors ne vont sans doute pas finir avec ce même rythme de. Enfin, 11-3, c'est énorme. Hein. Ça te projette sur une fin de saison en pourcentage de victoire et tout. Par contre, il y a une dynamique qui s'est mise en place qui commence à faire flipper tout le monde parce qu'ils sont quand même complètement encore dans le play-in. Et vu comme c'est serré à l'ouest, peut-être même qu'avec un coup d'accélérateur, ils peuvent aller chercher ce serait chaud, mais ils peuvent aller chercher la 6e place. Ils peuvent, quoi. C'est ça, ils peuvent remonter vite. Ils peuvent encore. Le problème, en fait, c'est bizarre parce que, en gros, des Pelicans aux Lakers, tu parles de 5 à 10 et c'est fou comment tu as 2 équipes qui vont aller en playoff direct, 2 équipes qui vont aller en play-in, 2 équipes qui vont sortir du play-in. Tu as là 6 équipes concernées dans le mois. Moi, c'est vrai que les Warriors, c'est peut-être l'équipe là-dedans dont je me méfierais le plus, avec pour d'autres raisons les Lakers. Et là, je parle aussi en tant effectivement que fan des Kings, mais pas seulement, quoi, parce que en fait, psychologiquement, que tu joues un match de play-in, je sais pas comment dire, mais c'est chaud de se dire ce matin, je joue ma qualif contre Steph Curry, quoi. L'équipe qui va se lever le matin de se dire, je joue ce soir contre Steph Curry un match. C'est clair. Et il faut que je mette plus. Enfin, t'es pas à l'abri que l'autre, il bête, je sais pas moi, premier carton, il met 6 sur 6 à 3 points, et qu'est-ce que tu fais, quoi. Bref. L'année dernière, vous, les Kings, vous vous en souvenez du match éliminatoire contre les Warriors avec Stephen Curry qui vous en met 50, tu vois? Ouais, moi je me souviens aussi de Draymond Green qui prend pas de match de suspension. Enfin, pas tout de suite. Et il y avait une ambiance chelou dans cette série. Elle a basculé côté Warriors, mais elle était. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde, je pense, l'a suivi. C'était la série du premier tour. Et les Warriors, de nouveau, risquent de faire du bruit. De toute façon, que ce soit en play-in, s'ils vont en play-off au premier tour, etc. Et tout. On va tous regarder parce que. Alors, pour 2 raisons. Déjà, c'est une équipe qui, quand elle joue bien, et encore aujourd'hui, malgré le bilan, est dans les mécaniques les plus plaisantes et les plus. Comment dire, les plus fascinantes de la ligue. Quand ça joue bien, les Warriors, je suis désolé, ça fait aimer le basket. Ouais, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça, encore aujourd'hui. Et l'autre raison qui est par contre beaucoup plus perverse, beaucoup plus, j'allais dire, nature humaine, mais dans ce cas-là un peu de démoniaque, etc., c'est qu'on adore voir les rois se casser la gueule, voir les fins de cycle. L'Empire romain, c'est ceux mêmes avec tout qui brûle autour, quoi. Et les Warriors, de toute façon, on va assister à quelque chose d'historique. Soit ils vont le faire, ils vont peut-être pas gagner le titre, sans doute pas même, mais ils vont se remobiliser à l'approche du feu, des playoffs et tout, et en fait ils vont faire quelque chose d'à peu près similaire à l'an dernier. Ou au contraire, c'est vraiment la difficulté de trop et cet empire va s'effondrer. Et quoi qu'il en soit, on sera là pour regarder. Ouais. Bon. Et c'est là où la raclée de ce week-end peut aussi être un élément déclencheur parce que il n'y a rien de tel d'essayer de les enterrer. Je me rappelle en 2022, on menait 2-1 en finale. On pensait vraiment y aller tout droit et ils nous mettent un 3-0 dans la tronche, quoi. On n'a rien, tu vois, on est resté bouche bée, on n'a rien compris pendant 3 matchs, quoi. Donc ils ont cette capacité-là, ils se prennent une claque, ils reviennent, ils trouvent des solutions et ils renversent le truc, quoi. Et c'est là l'expérience, en fait, quoi. Enfin, une petite tendance, on va parler du match d'hier. Mais déjà, je pense que le fait que les Celtics menaient 2-1 effectivement en finale et ont perdu cette finale, ça a un lien avec la tôle qu'ils leur mettent hier. Oui. Je pense que carrément. c'est quand même c'est clair. Il y avait un truc à exorciser. Et de l'autre côté, les Warriors, moi, assez sereinement, quand j'ai vu, ils ont eu l'intelligence, entre guillemets, de sortir le drapeau blanc. Et puis, comme on dit, celui-là, il est perdu. Il sortait de 8 matchs, 9 matchs à l'extérieur remportés. C'était quoi? C'était 8-1 à l'extérieur en février, ils ont fait 9 matchs à l'extérieur cette année, sur le mois de février, et 5 à domicile.
Et bon, bah, ils se sont dit, bah voilà, il vaut mieux perdre, c'est cette phrase à la con, mais il vaut mieux perdre une fois de 40, enfin de 50 en Ouais. l'occurrence, C'est ça, que ouais. 50 fois de 1 point. Et ils ont pas non plus, voilà, ils ont encaissé le truc, ils ont tiré la tronche et tout. Mais je serais pas surpris qu'ils réenchaînent par 3 victoires à l'extérieur, tu vois. Carrément, ouais. Ouais, c'est un non-match complet, c'est ce qu'a dit Steve Kerr aussi, hein. Hop, Ouais. on met ça aux toilettes pour être poli et on passe à la suite. Bon, voilà, Boston hein. avait fait Et la puis, même chose, face à Milwaukee. On s'est pris une douille cette année, à ça Milwaukee, arrive. voilà, ouais. Ça arrive, c'est pas les playoffs. Puis comme tu le disais, Cédric, fort à propos, ils ont dû encaisser tellement de trucs, dont un deuil quand même d'un coach et tout. Donc je veux dire, encaisser une déculottée au Boston Garden, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Bon, je pense que c'est vraiment pas un drame pour eux. Enfin, c'est pas ça qu'ils vont dramatiser. Et au contraire, je pense même que là-dessus, ils vont se dire bon, bah de là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Mmh. Il y a eu clairement le choix tactique sur Jalen Brown. Enfin bref, on va pas parler de ce match. Mais c'est une équipe qui est intelligente, qui est résiliente et qui, je pense, a quand même envie de prouver que ils ont encore de quoi couper une ou deux têtes. Moi, je pense qu'ils vont couper une ou deux têtes encore dans les playoffs. OK, OK. Pour conclure sur les Warriors, Cédric, là actuellement, donc on l'a dit, ils sont 9e, donc ils sont dans la deuxième partie du play-in, celle où tu vas jouer ta vie sur un match. Est-ce que tu les vois rester dans le play-in? Si oui, quel spot? Ou même, on en parlait tout à l'heure avec Simon, tu les vois peut-être même aller grappiller les places Ah, c'est qualificatives immédiates. à l'expérience, je dirais qu'ils vont grappiller, mais c'est tellement serré, il y a tellement de Oui. surprises tous les soirs que c'est impossible, avoir une vision cette année à l'Ouest, c'est incroyable, quoi. Mais là, Quand comme tu ça, dis au feeling, toi on peut t'aimerais quoi? avoir un Warriors-Lakers au premier tour en place 9 et 10, quoi. Ouais, Ça, c'est le match de la muerte, quoi. C'est un truc de ouf. c'est clair. Mais Mais au il y a un chemin où il y a Doncic, Durant, James et Curry en play-in. Ouais, c'est un Bah là, truc. actuellement, c'est le chemin qui est là en ce lundi après-midi pour nous, c'est ça, hein. Pour l'instant, typiquement, c'est ça. Mais comme je te disais la semaine dernière, Ah bah oui, d'ailleurs, j'avais oui, oui. peur pour, Sacramento et la Nouvelle-Orléans, mais bah, pour l'instant, les Pelicans tiennent. Sacramento, c'est un peu plus, On va en en parler. dents de scie, quoi, mais voilà, quand tu regardes les effectifs, tu vois les joueurs d'expérience, tu te dis: «Bah oui, les Lakers et les Warriors, ils vont remonter». Mais pour autant, c'est ce qu'on se dit, enfin sur les Lakers, moi ça fait 3 ans que je me dis ça et pour autant, ils sont toujours, dans ce fond de classement, quoi, Mmh, donc mmh, mmh. Les Lakers, pour parler de brièvement, ils sont chelous parce que je trouve que quand ils jouent bien, de tout ce paquet d'équipes, c'est peut-être celle qui atteint le plus haut niveau de jeu. Quand ils le touchent, mais alors ils le touchent rarement. Et puis alors le reste du temps, des fois tu les vois jouer, tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de la bouillie? Et puis d'un coup, il y a un match, ils jouent comme des finalistes de conf quoi. Bah, le match, qu'il y a eu lieu ce week-end contre Denver, il était costaud, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le suivre, je crois que c'était Denver. ouais, Denver. 4e carton était quand même assez impressionnant, jusqu'au dernier Ouais. run des Nuggets qui ont, voilà, terminé les illusions de Los Angeles. Mais, ouais, moi je te rejoins clairement, tu as des matchs où tu as l'impression qu'ils se foutent clairement du monde et tu en as d'autres où tu te dis: «OK, bah, eux, j'aimerais pas les avoir dans une série», tu vois? Mais du coup, Là où voilà. les Warriors sont peut-être, c'est pas que les Warriors sont plus réguliers, mais ils sont moins m'en foutissent les matchs qu'ils lâchent que les Mmh. Lakers quoi. Je trouve. Je trouve que quand ils sombrent, les Warriors, bon hier c'est particulier, mais ils sombrent moins bas dans la manière et dans le. Des fois les Lakers, t'as vraiment l'impression, Dans le fond franchement, de des jeu, fois je vois quoi. des matchs, ouais, puis même je me dis, L'attitude générale. non mais LeBron il est trop passif-agressif, ça va pas. Tu vois, les autres joueurs, ils ont tous pensé qu'ils étaient transférés à la trade deadline, puis en fait oui, puis en fait non. Tu vois, même la hiérarchie entre Reeves, Dinwiddie, Russell, etc., c'est le bordel. Et puis il y a des matchs où tu as l'impression que ouais, mais Davis et LeBron, ils sont trop forts. Et puis en fait, dès qu'ils défendent, bah, c'est chiant. Parce qu'en fait, quand ils mettent en place leur défense, les Lakers, c'est quand même compliqué de les prendre à revers. Je sais pas. C'est très, très. Mais cette année, de toute façon, voilà, tout le monde, là, j'écoute. Vous le savez, moi, j'ai hâte que les playoffs commencent pour justement arrêter de me demander un peu ce Ouais, qui va se passer en fait. bah, C'est c'est ça, ouais. nerveusement là, ça va être compliqué pendant un mois. Qui en dehors de ça, hein. Mais donnez-moi le play-in, qu'on sache qui y est, qu'on regarde le truc et qu'on reprenne une position un peu moins réflexive et plus dans les Mmh. matchs quoi. OK. Beh, après, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte quand même du sel, tu vois, dans ces fins de saison. Alors pour peut-être quand tu es fan d'une certaine franchise, ou d'autres, peut-être un peu trop, mais quand tu es observateur un peu plus neutre, ça permet quand même d'avoir une fin de saison, avec, voilà, de l'excitation, de l'adrénaline, Totalement. tu vois? Donc Pardon. ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous avez un autre truc à dire sur les Warriors ou on avance? Sur les Warriors, non, mais un truc, Mmh. j'ai amené la réflexion dans l'addition avec Bastien et
Je pense que vous allez être d'accord avec ça. Le play-in a encore plus changé les choses et les dynamiques de saison régulière et l'attitude même des équipes qu'on ne le réalise. Je pense qu'on Ouais. comprendra un peu plus tard que moi, je reste persuadé que, en fait, ça veut dire qu'il n'y a que 5 équipes qui jouent plus rien au mois d'avril, Ouais. quoi. Si tu prends le truc comme ça. Ça veut quand même dire que tu peux glander une bonne partie de la saison par rapport à avant. Oui, et te dire, bon, je mettrai le petit coup d'accélérateur après le All-Star break, tu vois, entre guillemets, et me dire, bon, bah, je vais jouer sur les 2 derniers mois à fond pour bien me positionner et surtout ouais, de ne pas être entre les places 11 et 15. Ça s'entend. Bah, ça Et marche après, pas à chaque fois, mais quand non, ouais. Miami ou les Lakers, ils ont pu le faire l'an dernier, on l'a vu. À la rigueur, à l'inverse, pardon, il y a des équipes qui, je pense, se disent on peut se le permettre et en fait ne peuvent pas se le permettre. Mais ce qui est sûr, Mm. par contre, c'est que ça dédramatise vachement des trous d'air dans la régulière, tu vois. Tu as le droit Oui, d'avoir un, voire Ouais. 2 vrais trous d'air et t'es pas complètement hors course. Alors que j'ai l'impression, pour finir là-dessus, que donc le play-in, maintenant, c'est la 4e année, je crois. Ça va être le 4e play-in, il me semble. quelque Enfin chose comme bref, ça. Ouais. quelque chose comme ça. Mais bon, on va dire, voilà. Mais dans la NBA, avant le Covid, la pandémie et ce nouveau monde-là, ben, si tu avais un vrai trou d'air dans la saison, il fallait vraiment plus en avoir un deuxième, sinon ta saison était ratée. Mm. Là, maintenant, tu as le droit, en fait, Alors, ça change, on va s'en rendre compte, je pense vraiment, mais ça change pas mal de choses. Ouais. Tu as le droit d'en avoir 2, voire 3 dans la saison des trous d'air. Bah, typiquement, voilà, les Warriors qui ont eu des trous d'air dans le début de saison sont quand même toujours en course pour une place qualificative, alors que voilà, là, ils se réveillent, mais ils ont connu un début compliqué. On va passer à la suite, si vous voulez, les gars, avec le succès inattendu. Deuxième partie de notre conseil de classe. On va rester à l'ouest, on va rester avec une équipe qui est concernée par ces places qualificatives pour le playoff et pour le play-in. C'est Dallas, les Mavericks, 8e actuellement donc, de la conférence ouest, 34 victoires, 27 défaites. Le mois de février est plutôt intéressant pour cette équipe. 8 victoires et 3 défaites. Simon, à nouveau, je te laisse la main sur Dallas. Beaucoup de monde ont souligné la très bonne trade deadline des Texans, avec des arrivées, Daniel Gafford, PJ Washington en particulier. Est-ce que déjà de 1, tu es de cet avis-là? Et est-ce que de 2, ça peut permettre à l'équipe de Luka de viser haut cette année? Ouais, je pense. Hmm. Je pense parce que, en fait, ils n'ont pas forcément tant que ça amélioré l'équipe, mais ils l'ont vachement consolidé. C'est-à-dire que maintenant, leur rotation, pendant 48 minutes, tu as un pivot titulaire compétent, Gafford ou Lively, même si c'est qu'un rookie, c'est un pivot compétent. Et PJ Washington, c'est pas le joueur du siècle, mais vu que Grant Williams, ça se passait vraiment pas bien, bah en fait, c'est un upgrade. Je sais pas si fondamentalement PJ Washington, pour toutes les équipes, est un meilleur joueur que Grant Williams, mais on s'en fout. À Dallas, il fait mieux que Grant Williams. Ça me Hmm. paraît une évidence. Et en plus, je trouve que l'alchimie Lucas Kyrie se peaufine avec le temps, l'approche des playoffs, etc. Alors, c'est paradoxal parce qu'ils allaient très bien jusqu'au milieu de semaine dernière et ils ont un peu merdouillé sur la fin du mois de février, puis là, début mars, évidemment. Mais ça n'empêche, et même si là, ils sont que 8e, alors que moi, je pensais qu'ils allaient aller vite, se caler en 5-6 et être Ouais. confort, ça prouve aussi la difficulté de l'Ouest et toutes les irrégularités. Mais par contre, je maintiens un truc, c'est qu'en playoff, play-in, bah, en fait, une défense correcte, pas incroyable, mais correcte, ce qui n'est pas le cas de tous leurs concurrents. Moi, je trouve quand même, notamment des Kings, je trouve que Dallas défend mieux que les Kings, par exemple. Je trouve que voilà. Et puis, bah, Luka Doncic, quoi. Ouais. Moi, c'est un cocktail qui fait que je pense que tu peux être très dangereux, oui. Toi, Cédric, sur cette équipe de Dallas, qu'est-ce que tu en as un petit peu pensé de ce que tu as vu, de ces ajustements-là autour de Luka, de Kyrie, bon bref, de cette Ouais, c'est vrai équipe-là? que la trade deadline leur fait un bien fou, quoi. Ça change complètement leur effectif, ça équilibre tous les postes. Comme tu disais, Simon, Grant Williams, pour l'avoir vu et soutenu à Boston, il peut être très très fort, mais il peut être très très casse-pied aussi, très enfantin, très rigolo, assez rigolo de charrier Jimmy Butler, tu vois. Bah non, il faut pas faire ça, garçon, quoi. Il y a un moment. Et là-dessus, PJ Washington, il a cette expérience-là. Il a galéré à Charlotte et je pense qu'il doit être content comme un fou de se retrouver à Dallas dans une équipe compétitive, quoi. Gafford, c'est pareil, quoi. Les gars, ils sortent de Washington, quoi. Donc, la bouffée d'oxygène que ça leur apporte, en plus de leur expérience et de leur niveau de jeu, ça va être des joueurs qui vont être motivés et qui vont se donner à fond pour la fin de saison, quoi. Et c'est vrai que l'association Doncic Kyrie et depuis le début on se demande comment ça va se passer machin, mais
force est de constater que ça marche, quoi. Enfin, et qu'ils s'entendent et qu'ils se marchent pas sur les pieds, ils prennent chacun leur tour, enfin, et ils sont là, quoi, en fait. Donc bien joué à Dallas. Après, c'est vrai que tu disais là, ils ont fait une petite rechute là sur ces derniers matchs. Ils étaient quand même en déplacement sur la conférence Est. Pour les équipes, c'est quand même pas rien de se déplacer pendant 3-4 matchs, changer de conférence. Puis ils prennent Tracy McStrus Grady. En plus, le shoot de la défaite là, voilà. Ils jouent Boston. C'était quoi ce week-end, samedi, non? Ils ont joué Boston. Ils perdent, ils tiennent 3 quarts temps et encore ils tiennent une mi-temps, on va dire. Mais il y a des trucs un peu qui m'ont plus gêné. Ils perdent Indiana sèchement. Ils perdent vraiment. Mais à l'inverse, ils te font un super match contre Phoenix, tu vois. Bon, ils ont ce côté encore un peu, mais comme pas mal d'équipes cette année, irrégulier. Moi, ce que j'aime bien, et tu faisais bien d'en parler, Cédric, c'est que là, depuis la trade deadline, en plus, c'est con, mais on en parle des fois pas assez. Alors, c'était votre collègue qui parlait des Knicks, ça m'a fait beaucoup rire en disant ça suffit 2 minutes, le pouvoir de l'amitié. Je parle de ça parce que c'est pas tout à fait le pouvoir de l'amitié, mais la libération, la joie de jouer de Gafford et Washington, parce qu'ils sortent de purgatoire, les mecs. Je pense que c'est communicatif. Tu les vois jouer, Kyrie est plutôt souriant, ce qui est quand même, pour l'avoir eu honnête, c'est le voir de près, c'est quand même un mec assez je pense qu'il est au minimum lunatique, enfin il a des mood swings, comme disent les Américains, assez violents. Là, il est plutôt dans une bonne phase, les planètes doivent être bien alignées. Lucas se marre. Lucas est très canaille comme on l'aime bien en fait, il est prêt à faire chier du monde en playoff, tu vois. C'est ça, ouais. Le côté coquin surtout, qui ressort, quoi. Ouais, il a un truc de il joue comme un gamin effronté qu'il est, quoi. C'est quand même je sais pas si c'est le plus fort, mais c'est celui qui peut se permettre, vu son niveau de jeu et ce qui se fait balle en main, d'être le plus arrogant sans que ce soit justement déconnant, quoi. Parce que le mec te met des shoots, une main dans la poche, en discutant du milieu de terrain, tu vois. Enfin bref, et il a une espèce de facilité qui doit être écœurante pour les autres. Curry, c'est encore autre chose, je trouve, parce qu'il est, je sais pas pourquoi. Curry, je trouve qu'on sent quand même la répétition, le travail, le côté fils de joueur NBA, tout ça. Doncic, t'as l'impression qu'il est tombé dedans, quoi. C'est Obélix, quoi. Tu vois qu'il arrive. Alors, des fois, il abuse parce qu'All-Star Game, il avait clairement la gueule de bois. Et même pour lui, il y a des limites. Mais des fois, t'as l'impression, tu sais, il va dormir 2 heures, il va lâcher un vieux roux avant le match. Puis d'un coup, il va se mettre un peu d'eau froide sur les yeux parce qu'il va se dire, ouais, quand même, faut pas que je déconne. Et il va t'en mettre 45, quoi. Il doit vraiment les énerver, les autres. Et puis surtout, c'est la base pour moi. Ils ont un super coach. Ils ont un super coach et ça, je pense qu'en play-off, en play-in, etc. et tout, ça va faire la diff. Et ils ont vraiment. Enfin, ils ont un super coach. Non, je me suis mal exprimé. Quand même, Simon, ouais, ce que j'allais dire. Non. Jason Kidd, c'est un super coach. Attends, je demande le replay, là, s'il te plaît. Oui, je suis très, très mal exprimé. En fait, je pense qu'ils ont une super alchimie entre eux et Kidd parce que Kidd a compris justement que c'était pas un super coach. Mes mots ont dépassé ma pensée. Enfin, ma pensée a dépassé mes mots. Et que je trouve qu'il est plus à sa place là. J'ai l'impression qu'il vient moins faire chier avec des petits ajustements, des trucs pour prouver qu'il est là. Et en fait, il est là, genre, en fait, c'est facile. Il y a Lucas Doncic et éventuellement Exum 48 minutes. Il y a un pivot 48 minutes. Les autres, là, vous foutez dans les coins, spacing. Et il a simplifié son coaching. Il a vachement simplifié. J'ai l'impression, en tout cas, ses demandes, la nouvelle configuration de l'équipe avec PJ Washington, tout ça et tout. Les 5, ils tombent super bien. C'est très logique, en fait, les postes, les rotations et tout. Et je trouve que j'ai bien regardé ça. C'est ça que je voulais dire. Ils sont beaucoup mieux coachés, c'est ça. Ils sont beaucoup plus cohérents parce qu'en fait, ils sont paradoxalement moins coachés. C'est la thèse de pas mal de gens qui disent des fois, ça vaut dans le foot, mais des fois aussi dans le basket, que parfois, il faut pas, pour un coach, il faut laisser faire la machine, il faut pas chercher non plus à trop en faire. Et je pense que Dallas correspond bien à ce genre d'équipe. Tu as Doncic, tu as Kyrie, tu as des pivots. À un moment, c'est pas la peine de surcoacher. Des pick and roll avec Lucas, des décalages, parce que Kyrie, à 1 contre 4, le mec arrivera à faire un décalage. Et puis ça roule, quoi. Et des passes. Moi, je trouve qu'il joue vachement une passe, swing, etc. Beaucoup plus qu'avant. Grant Williams le disait que c'était pas forcément l'équipe la plus collective. C'était clairement un tacle envers Lucas. Hein. Et il a pas tort. Et je trouve que là, ça lâche plus la balle à Dallas. La balle va plus vite. La balle circule mieux. Ok. Cédric, sur. C'est magnifique. Ils ont mis 121,7 points de moyenne sur le mois de février, quand même. Donc, ouais, comme tu dis, l'attaque tourne bien. Hein. Et je pense que, tu vois, pour rester sur Jason Kidd, ils doivent se trouver, tu vois, dans le dialogue avec Luka, avec Kyrie aussi, ancien joueur, reconnu, réputé, une star, une légende, tout ce que vous voulez. Il a connu des grands succès. Et je pense que du coup, il y a un respect mutuel, évidemment, et qui joue beaucoup là-dedans, peut-être par rapport à un coach qui peut avoir peut-être plus de références, mais qui a peut-être
moins été fort sur le terrain, tu vois, qui a été moins une incarnation à l'époque où Kidd a joué. Moi, je pense que ça joue aussi dans le rapport humain qu'il peut y avoir. Et il y a ce côté, comme tu disais, il peut y avoir des coachs qui sont axés très tactiques, et il y a des coachs qui sont peut-être un peu plus dans la gestion de l'homme, de l'humain. Tu vois, par exemple, l'exemple type, c'est un mec comme Tai Lue, qui est un meneur d'hommes assez incroyable, alors que tactiquement, on peut en discuter, tu vois. Ou Doc Rivers, qui est un peu dans cette lignée de coach. C'est ça. Donc, je pense que ouais, l'impact de Kidd est intéressant à suivre, et ça va être pas mal à observer. Est-ce que vous les voyez, parce que tout à l'heure, tu en parlais au tout début, Simon, et tu les voyais peut-être plus être sur la place 5-6 là, que 7-8. Moi, je te rejoins là-dessus. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'ils vont continuer à essayer de grappiller des places qualificatives là? Ou alors, non, au bout d'un moment, on va mettre le coup de collier, on va vraiment aller s'assurer cette place immédiate, et tant pis pour les PL, c'est tant pis pour les Kings, et tant pis pour qui vous voulez. Il faut vraiment qu'on joue pas avec le feu, parce que bon, je pense qu'au bout d'un moment, Luka, s'il va pas loin en playoff saison après saison, ça va commencer à être compliqué. Moi, je pense sais qu'ils pas. vont monter. Je pense Tu aussi. penses, ouais, vous pensez qu'ils vont monter quand même? Il y a 3 jours, je le pensais plus fort qu'aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'ils ont enchaîné 3 défaites depuis, mais Oui, ça va très vite, mais ça va vite, mais c'est fin de road trip, ils vont rentrer chez eux. Enfin, tu vois, ça va se remettre en route, je pense, quoi. Il y a un autre truc qui va commencer à rentrer en compte, même si j'aime pas les gens qui font ça, mais c'est les calculs, parce que si tu finis 6, ok, t'es en playoff direct, mais tu prends Denver. Je sais pas si je préfère pas finir 7, jouer un match de play-in, le gagner et prendre Minnesota, tu vois, au premier tour, si je suis Dallas. Ouais, clairement. Ouais, alors, si Denver reste je prends le risque aussi. Voilà, mais il y a tout ça, quoi. Ouais. Bah là, ils sont pile à égalité à un demi-match d'Oklahoma. Donc, Oklahoma est premier à 42-18. Les Wolves et les Nuggets sont à 42-19, donc c'est vraiment rien. Et rien n'est fait, quoi, pour toutes les places, quoi. C'est fou. Alors, il va y avoir un calcul à un moment, c'est obligé. À la fin, il va y avoir un calcul. Il va y avoir des calculs. Le pire scénar, c'est de faire play-in plus gagner le play-in pour prendre Denver. Ça, c'est quand même sur la table. Et c'est ce qui risque de se passer. Denver risque de finir 1 ou 2. Mais il y a un chemin où tu as un dilemme. C'est-à-dire, est-ce que je prends le play-in, mais j'ai mis Minnesota ou OKC au bout, ou est-ce que je suis 6, mais j'ai Denver? Franchement, je sais pas si moi je choisirais pas le play-in dans ce cas de figure, tu vois. Mais le play-in en 7-8, calculateur. Pas en 9-10, quoi. Ouais. Ah ouais, carrément. La question se poserait, je pense, pour Dallas. À voir. Mais même si j'adorerais une série Dallas-Denver. Alors là, qu'est-ce que je kifferais une série Dallas-Denver? Au second tour, attends, patience. Oh, t'es tout impatient. Après, dans tous les cas, là, au premier tour, il va y avoir des stars qui vont sauter dès le play-in déjà, tu vois. Donc, c'est sûr qu'on va avoir si Durant et Booker ils sortent dès le play-in, on va rigoler. Hein. Ah oui. Oui, ça va être sympa. Une autre équipe. Ouais, vas-y. LeBron, Oui, LeBron, oui, ou Curry, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis pas en playoff, bonjour. Non, c'est clair que ça va continuer à être ardu, et avec la prochaine équipe, ça va toujours être aussi intéressant de suivre, et pas mal de questions. Alors, on l'a pas choisi parce que Simon est là, on en a discuté ensemble, et pour cette équipe peut mieux faire, troisième catégorie de notre conseil de classe, on est parti sur les Kings, franchise qui te donne chaud au cœur et qui te donne quelques suées, je pense également, Simon. Cette équipe des Kings, 6e actuellement, 34 victoires, 25 défaites en mois de février. Mois de février, 6 victoires, 6 défaites. Voilà, on peut pas faire plus mid-range que ça. Je vous le donne en mille. Il y a 2 autres équipes à 50% au mois de février. Vous avez une vague idée pour dire comme c'est médiocre d'être à 50% en février? C'est les Bulls et les Hawks. Ah oui. Voilà un joli petit trio de ventre mou. Et alors que les Kings, t'es pas censé être là-dedans. T'es pas censé te glander et être dans le ventre mou là en ce moment, tu vois. Mais non, c'est ça, il se passe quoi à Sacramento? Parce que ils sont capables de gagner 2 fois à Denver, dont une fois chez eux, quoi. Ils vont gagner, ils gagnent contre les Clippers, et derrière ils perdent contre Détroit, quoi. Enfin, il y a un moment, les gars, c'est bizarre, tu vois. C'est complètement bizarre. Sabonis est là, il fait des matchs de fou, il fait des stats de fou. Qu'est-ce qui marche pas cette année, alors que l'année dernière c'était vraiment extraordinaire, quoi. Il y avait une sur Sacramento terrible, quoi. Paradoxe mathématique, mais qui montre aussi l'écart des 2 saisons, la différence entre les 2 saisons, celle de l'an dernier et celle de cette année. Les Kings ont
plus ou moins le même bilan que l'an dernier, qui leur avait assuré d'être podium toute l'année et d'être troisième. Ok. Globalement, ils sont dans les mêmes pourcentages et les passages à saison correspondent. Donc tu te dis vraiment que l'an dernier, il y avait des trous d'air de plein d'équipes à l'Ouest. Ouais. C'est le niveau global qui se resserre qui a fait que on retrouve peut-être des voilà, les Kings, l'an dernier, les Kings ne doivent pas finir troisième, et d'ailleurs, ils ne passent pas le premier tour des playoffs. C'est les Kings qui doivent finir 5-6. Et là, en fait, déjà, ça relativise les choses. Et cette année, ils sont peut-être un peu moins flamboyants, notamment Werther et tout, sur l'adresse à 3 points. Il y a moins, en fait, quand tu regardes, il y a deux choses. Il y a moins les victoires. L'an dernier, il y avait des vraies victoires de 35 points, des fois. Des matchs où à la mi-temps, c'était plié. Les Kings avaient déjà foutu 81 points. Il y avait un vrai côté. Cette année, il y en a un peu moins. Il y en a, mais il y en a un peu moins. Je pense qu'il y a un peu moins de confiance. Il y a un peu moins aussi le côté light de beam et tout, la féerie de l'an dernier, etc., qui poussait les joueurs toujours plus, toujours plus. Et puis, il y a un vrai problème de régularité et de concentration, notamment contre les petites équipes. On faisait le podcast avec les amis les fans français de Sacramento, là, le petit crew qu'on a. En fait, tu dis que c'est surprenant, mais c'est tellement logique pour nous. Les Kings, c'est vraiment, par définition, l'équipe qui va gagner à Denver et perdre à domicile contre les Bobcats, quoi. Ouais. Alors qu'il n'y a même plus les Bobcats en NBA, tu vois. C'est vraiment ça, les Kings, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais je le sais. Je suis pas si étonné. Alors, est-ce que c'est les petits qui se disent, quitte à accrocher un gros, les Kings, en fait, c'est pas vraiment un gros. Je pense que ça joue aussi. Et que du coup, les petits sont quand même un peu plus motivés parce que tu dis, les Kings, c'est jouable. Ils ont un mental aussi assez friable, faut le dire, par rapport à des équipes peut-être pas forcément plus talentueuses, mais plus solides. On l'a vu notamment le match où les remplaçants, Miami débarque avec les remplaçants, mais joue sérieusement. Les Kings y glandouillent, puis le temps de réaliser que Miami joue sérieusement, en fait, c'est déjà trop tard. Et puis, il y a un dernier truc, moi, qui m'inquiète énormément, c'est que Fox, je pense, joue... là, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière avec les autres, et puis là, entre-temps, il s'est reposé. 1 ou 2 matchs, je sais plus. Ça fait 1 ou 2 matchs qu'il joue plus, là, attendez. Le dernier match contre Minnesota, je sais qu'il joue pas. Et le match d'avant, la défaite à Denver, est-ce qu'il joue? Non, il joue pas non plus. C'est Mitchell qui a commencé. Donc Fox est au repos. Il est clairement blessé. Enfin, il est diminué, touché à l'épaule. Ouais, il joue sur un truc qui le gêne et tout. Là où Sabonis, par contre, lui, c'était l'an dernier. Et rappelez-vous, il jouait sur un pouce cassé. Oui, à la fin de la saison. Il est bien meilleur cette année. Même tôt, hein, il décide de ne pas se faire opérer. En fait, il se fait mal, je crois, vers Noël, de mémoire, ou un truc comme ça. Il décide de ne pas se faire opérer en janvier, tu vois, pour pas niquer la dynamique. Et parce que c'est le pouce de sa main faible, et puis il joue sur le pouce cassé, et puis en fait, ils n'arrêtent pas de gagner des matchs et tout. Mais du coup, il arrive esquinté complet en playoff avant de rencontrer l'autre Draymond Green. Et là, cette année, c'est Fox. C'est Fox qui joue un peu, et je pense qu'ils ont dit on arrête, parce que si c'est pour arriver en play. Enfin là, c'est serré, donc si c'est pour se battre, mais casser Fox avant les playoffs, c'est pas le bon plan. Donc, je pense que l'idée est quand même de trouver un équilibre entre reposer Fox et faire quand même le play-in ou les playoffs, quoi. Ok. Je vais vous écouter dans le podcast dont tu parlais, Sacramento Talk, hein, c'est bien ça? Pas de bêtises? C'est ça, c'est tout à fait ça. Que je vous conseille très vivement si vous voulez en savoir plus sur les Kings, c'est extrêmement intéressant. Et moi, j'ai appris plein de choses. Et j'ai appris un truc plus personnel te concernant, Simon, et ton équipe, c'est que vous n'avez jamais connu le play-in, les joies ou les malheurs du play-in. Est-ce que toi, cette année, tu as envie de goûter au play-in, ou est-ce que tu te dis non, mon équipe, je la connais, si elle va au play-in, elle a la tête du con et c'est elle qui va sauter? Les deux. C'est bizarrement un paradoxe, mais en fait, quand tu es vraiment fan des Kings, c'est les deux. C'est le premier truc que j'ai dit à Flo, qui est aussi un vieux de la vieille, qui a connu les années 2000, machin. Je lui ai dit, on va pas tenir. Si on joue le play-in, qu'on gagne ou qu'on perde, hein, je lui ai dit, on va pas tenir, les émotions et tout. Ou alors après, je t'avoue que le côté, par contre, c'est une folie le play-in. Tu te dis quand même, tu joues 82 matchs. Ce que je disais, je vais reprendre mes mots, pardon, mais dans ce podcast des Kings, là. Et à l'Ouest, ça marche pas pour les Kings, mais on s'en fout, la blague est bonne quand même. Et tu joues genre Trae Young, et l'autre, l'autre, il pète en l'air et il voit le cercle comme la mer Noire, là, et il y a tout qui rentre. Et ta saison, elle est finie au bout de 2 quarts-temps. C'est clair. Parce que t'as une torche humaine qui a pris feu, ou parce que... je sais pas si j'aimerais bien vivre ça en tant que fan. Je suis pas sûr. Les quelques réfractaires du play-in qui existent encore appuient beaucoup sur cet argument-là, hein, de pourquoi jouer 80-82 matchs si c'est pour tout jouer sur un match ou sur, comme tu dis, une mi-temps, un quart-temps ou sur un joueur en feu. Après, tu n'avais qu'à mieux faire le boulot le reste de l'année et tu n'aurais pas été au play-in. Mais c'est vrai, tu n'es pas à la merci de ça. Mais je sais pas. J'attends de vivre un play-in avec les Kings pour avoir un avis définitif sur le play-in, tu vois. Oui, complètement, je comprends. Toi, Cédric, tout cassé dans mon salon, quoi. Ouais, bon.
Toi, Cédric, cette équipe des Kings, tout à l'heure, Simon en parlait. Moi, il y a un élément qui m'interpelle. Tu parlais du manque de régularité. Est-ce que ça caractérise pas une sorte de manque de leadership parce que si on regarde cet effectif des Kings, alors ouais, il y a des joueurs All-Star ou calibre All-Star. On va pas refaire le débat autour de Sabonis, mais euh, qui tu mettrais comme ça, toi, en tête de gondole pour aller un peu gueuler dans le vestiaire, tu vois, dans les moments qui comptent? Est-ce que tu vois un élément, un nom, un joueur, ou alors, non, cette équipe des Kings, il leur manque peut-être cet aboyeur ou ce mec qui va réveiller les troupes, tu vois? Bah, faudrait que ça soit Fox ou Sabonis qui prennent Mais ce rôle-là en tant que leader, quoi, parce que ils sont là pour porter l'équipe. Et c'est vrai que l'année dernière, Fox était marché sur l'eau quand même. Il a fait une saison incroyable. Donc, si là il est blessé, tu vois, et que ça va pas, forcément, ça peut aussi expliquer ces résultats en dents de scie où justement on cherche un peu un second souffle et des solutions derrière, quoi, pour le remplacer. Parce que tu peux pas remplacer Fox. Pour moi, c'est un joueur au niveau All-Star, quoi. Tu vois, mais c'est pas après, rien comme absence, quoi. Tu vois, ou comme si le gars il est diminué, ça change tout, quoi. Ils ont pas non plus un banc super profond pour compenser un manque d'un de tes deux joueurs majeurs, quoi. toi, ce manque de leadership, Simon, t'es d'accord? Tu rejoins cette analyse-là Ouais, ou complètement. Ouais. Non, si, complètement. De leadership, je sais pas quel mot employer, mais de vrais généraux autour de ton axe. C'est-à-dire que, de Hmm. toute façon, il y a deux façons de faire. Soit ton meilleur joueur, c'est à la fois ton mal alpha et ton meilleur joueur. C'est le chemin, Michael Jordan, LeBron, Jimmy Butler, etc. Bon, bah voilà, c'est facile, hein. Le mec, il est sur le terrain, il performe, et en plus, il gueule quand ça va pas. Soit tu as un espèce de schéma un peu plus démocratique, démocratique. En tout cas, moins focalisé autour d'une personne, qui est que dans tes joueurs qui jouent beaucoup, c'est pas forcément ton meilleur joueur, mais dans ta rotation, alors dans ce cas-là, tu en as plus un ou deux, mais tu as des mecs qui sont aussi là parce qu'ils savent gueuler quand ça va pas, ils savent. C'est plus des meneurs d'hommes, on dit souvent que c'est des vétérans, etc. C'est une question, par exemple, essentielle pour les Celtics. Parce que, par exemple, si on prend les Celtics de cette année, je suis pas sûr que le vrai meneur d'hommes soit Tatum, la place de Smart, etc. C'est une question encore à régler. C'est un peu plus complexe quand tu n'as pas forcément ton mal alpha qui est ton meilleur joueur. Mm. Fox, pour moi, quand on a vu des Wizards menés par John Wall sans aucun problème et tout, il n'y a aucun problème à ce que ton leader soit Fox. Je ne vois pas pourquoi en NBA, ok, c'est pas le mec le plus. C'est peut-être pas l'alpha, l'oméga, tout ce qu'on veut, le plus gros leader de la ligue. Mais il n'y a aucun problème à ce que ton meilleur joueur soit Fox, lieutenant Sabonis. Par contre, derrière, il nous faudrait peut-être des mecs un peu plus méchants, hargneux, expérimentés, ou en tout cas plus volontaires et plus à même de bouger les lignes que Werther, Keegan Murray, Harrison Barnes, Trey Lyles. On est trop gentil, quoi. Moi, je pense qu'on est trop Ok. gentil. Oui, ça vient du coup avec le côté peut-être manque de leaders vocaux ou de mecs qui vont un petit peu réveiller Ouais, les troupes. limite, ce serait Harrison Barnes, excuse-moi, Chris. C'est Harrison Barnes qui aurait dû prendre ce rôle-là, quoi, en fait, quoi. Ouais, mais Harrison Barnes, Mais c'est pas son. il est exemplaire dans le sens où il est hyper pro. Il a pas un mot plus haut que l'autre, il est pas machin. Mais Harrison Barnes, tu vois, c'est un mec, il apprend son transfert, il est sur le banc de Dallas, il a à peine des émotions, quoi. Tu vois, il est assez placide dans la vie, il est très calme, il est très posé, c'est quelqu'un de très intelligent, très bien éduqué. Vraiment, quoi. C'est un mec qui arrive en costume impeccable quand tous les autres ont des joggings encore trop larges et tout. Lui, il est sapé. D'ailleurs, il tranche un peu dans le groupe, moi, je trouve presque. Ok. Euh, Au niveau du caractère. Mais ça fait du bien. Je veux dire, il complète. Monk a quelque chose. Monk, il a le feu en lui. Monk, c'est un peu un. Je vais être vulgaire, mais il a ce fuck you en lui, tu vois. Hmm. Il a ce truc où tu as l'impression que si les arbitres vont pas siffler un truc, l'action d'après, il va mettre un gros pétard, quoi. Il va mettre un gros dunk. Mhm. Pour Ouais, leur mais dire, c'est bon, là. je trouve Mais que Monk, il il est a un plus, jeu trop fou. Ouais. il est en feu, mais sur le terrain. Tu vois, Ouais. de par son jeu, il va t'amener des points, il va péter un câble, il va enchaîner les points. Mais de là à aller, tu vois, sur le banc ou dans le vestiaire et remettre la tête Ah non, des non, gars il à va pas gueuler l'endroit, sur les autres. Ouais. ouais, voilà, Non. c'est ça, quoi. Mais il va amener un truc d'énergie. Non, le vrai leader, c'est Mike Brown. Le mec qui gueule, c'est Mike Brown. Ouais. Ok. Et Ok. peut-être qu'on atteint les limites, on verra. Moi, je commence à me demander. Mike Brown, c'est très bien. C'était très bien pour allumer les lasers, c'était très bien pour retrouver les playoffs, c'est toujours très Ouais. bien. Est-ce que, de toute façon, il y aura des questions à se poser? Comment, c'est une vaste question, mais comment faire progresser cette équipe?
tout en étant réaliste et sans péter la chic, parce qu'évidemment, sinon, bon, bah, on signe à des Bayo et je sais pas qui, et puis voilà, tu vois, mais ça ne marche pas comme ça, la NBA. J'ai un peu peur aussi que ça peut être, disons qu'une élimination en play-in, ça ferait quand même très mal, faut voir contre qui, faut voir comment et tout. Et puis, j'ai un peu peur aussi que niveau thune, niveau renouvellement, niveau attention les Kings, attention les histoires de contrats, ça va arriver tout doucement, il va falloir verrouiller Murray, et à un moment, j'ai peur qu'on se retrouve comme plein d'équipes en NBA, comme les Hawks maintenant, comme des trucs comme ça, où en fait, tu as mis toute ta banque sur ton noyau parce que tu te sens obligé de les garder, et qu'en fait, tu es là genre, ah bah j'ai Fox, Sabonis qui gagne Murray et Malik Monk sous contrat, et puis en fait, c'est 75% de mon cap, et puis en fait, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Parce qu'à long terme, Fox, Murray, Sabonis qui gagne Monk, c'est rigolo, c'est adorable, tout ce que tu veux, mais je pense pas que ça gagne un titre. Et Ok. au Ah niveau oui, ok. propriétaire, c'est prêt à investir, à payer les luxury tax ou il y a aussi une Je sais pas. réticence? La question s'est jamais posée, donc on peut pas savoir. A priori, Vivek, il a de l'oseille. Il n'a pas eu trop de. J'ai l'impression que ça va au niveau des Kings, qu'il regrette pas trop son investissement. Mais je suis même pas sûr que la question se demande. Je sais pas. Franchement, les Kings, je suis à la fois très content de ce qui se passe, mais en même temps, il y a comme une chape de plomb parce que j'ai l'impression que cette équipe, sous cette forme actuelle, et ça me briserait, enfin, ça me briserait le cœur, non, j'exagère, mais ça me ferait mal de devoir encore faire un gros transfert ou devoir casser le noyau. Mais ce noyau-là, je sais pas. Ou alors, il faut qu'il gagne Murray, progresse, atteigne le joueur qu'il est censé être rapidement, mais vraiment rapidement, quoi. Et le Ok. pauvre, c'est lui demander un peu d'accélérer sa courbe de croissance, quoi, sous la pression. Bon, en tout cas pour les Kings, il y a pas mal de choses encore à observer, à suivre. On va voir pour cette fin de saison du côté de Sacramento en Californie. On termine notre podcast. On va aller faire un petit tour à l'Est, tiens, avec notre cancre de la semaine du mois, même le cancre près du chauffage. On va parler des Nets, cette équipe de Brooklyn, 11e à l'heure actuelle de la conf, donc 24 victoires, 36 défaites. Le mois de février, vraiment pas terrible, hein, 4 victoires et 8 défaites. Moi, messieurs, la question, tiens, Cédric, je te lance là-dessus en premier. Bah, quel est le projet Brooklyn en fait? Bah, c'est une bonne question, Bah j'ai pas oui. la réponse malheureusement parce que Ah bah c'est dommage ça. ils ont changé le coach, ils se prennent des tôles, ils ont du mal à marquer, ils sont pas agréables à regarder jouer. Samedi soir, il y avait un Atlanta-Brooklyn, j'ai même pas allumé la télé. Enfin, tu vois, j'ai dit: «Non, vas-y, c'est bon, je vais faire autre chose, quoi». Enfin, voilà, et ça donne plus du tout envie. C'est bien dommage parce que, moi, j'avais adoré l'époque, avant l'arrivée des stars. Je trouvais, bon, le noyau des 3 stars, j'espérais, quand même le voir à l'œuvre, et que ça donne quelque chose, et malheureusement ça a fait plouf, et depuis, c'est la chute libre en fait, quoi. On on fait des transferts, on largue tout le monde, et pour autant, vivement qu'il n'y ait plus le contrat de Ben Simmons, sur les épaules pour, soulager les finances. Mais non, c'est dur à Brooklyn, et c'est pas beau à voir. Après, faut voir que, ils ont quand même eu des grosses équipes sur ce mois-ci. Donc, c'est pas un calendrier facile pour eux en février. Mais ça manque d'un franchise player, tout simplement, quoi. Ouais. Parce que Mikal ne l'est pas, malheureusement, quoi. Et un très bon deuxième lieutenant, quoi, mais pas plus, quoi. Ouais, parce que pour te lancer, Simon, il y a eu donc cette période avec les 3 stars, le flop retentissant que ça a été. Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? On a vu que Jack Vaughn a été remercié également, l'ex-coach du coup des Nets. Toi, observateur que tu es de la NBA, de cette équipe-là en particulier, qu'est-ce que tu en penses un petit peu du projet Nets là dans la période en cours là? Alors, beaucoup de choses, mais que je vais essayer de résumer. C'est une équipe qui a. Non, mais beaucoup de choses, parce que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est à la fois un gros marché, mais encore une équipe qui sent un peu la loose et les années. Comment on appelle ça? Marécageuse du New Jersey. Donc, c'est vraiment une équipe chelou. Je pense que c'est l'équipe la plus chelou de NBA. Mais chelou dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois pour le côté intéressant, des gens un peu. Tu sais, des gens un peu bizarres et mystérieux, mais en même temps, enfin, je sais pas. Les Nets m'évoqueraient ça. Mais là, il paye très très cher une erreur, une double erreur. C'est d'avoir fait venir Harden et et que la seule porte de sortie qu'il lui ait trouvée, c'est le contrat de Ben Simmons. Parce qu'en fait, Ouais. quand tu lis entre les lignes, le fait que Ben Simmons est en gros maintenant au mieux, parce que là de nouveau, il était censé jouer,
il a eu un bobo au genou après une chute où c'est malencontreux. Les gens n'ont pas vu parce qu'ils étaient serrés avec lui. Mais en fait, il se fait mal, ce con, à son deuxième match où il est de nouveau en forme. Il tombe mal sur le genou tout en fin de match. C'est passé un peu inaperçu, mais c'est un bobo au genou, machin. Il re-rate des matchs et en fait, franchement, ça joue mieux quand il n'est pas là pour une raison simple, c'est que c'est le plus gros contrat et que en termes de performance, c'est ton intérieur remplaçant avec des bonnes capacités à la passe. Ben Simmons, c'est devenu compliqué. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Enfin, faut se rappeler les débuts à Philadelphie. Le mec, c'est un mix entre LeBron James, Magic. Il était C'est terrifiant. incroyable. Il était L'usine à basket terrifiant. qui était Ben Simmons, il n'avait pas de Ouais. shoot. Mais par contre, il avait une capacité de slash, mais quasiment franchement, assez unique, à part LeBron, je pense, pour un mec de plus de 2,5 m. Parce qu'on Et oublie que et l'autre, sa en termes défense, hein. de. Sa défense. Oh ouais, non, mais sa Oh, défense, ça. Là, ça, il c'est le truc qu'il a est encore. Sa terrible, quoi. défense, il l'a encore. Sa défense, il l'a encore. Alors, il est plus aussi explosif et tout, mais je peux te dire que sur les 3, 4, 5 et tout, Ben Simmons, c'est quand même. Moi, je trouve que sur les porteurs de balles, c'est un peu compliqué maintenant, il est trop lourd. Les vrais meneurs, quoi. Il peut plus prendre un meneur rapide, bas et fléchi, qui arrête pas de crosser, qui fait du vertical horizontal, du nord-sud et tout, parce que l'autre, il a plus les genoux. Il a quand même déjà non plus. Il a plus 20 ans non plus, hein, Ben Simmons, et puis il est passé pas mal de fois sur le billard. Mais par contre, c'est un buffle. Même à côté de James, j'ai l'impression qu'il est encore plus, je sais pas comment dire, musculeux que LeBron James, peut-être. Tu vois, il a un truc c'est un fricot, quoi. Mais de l'autre côté, les joueurs, les Nets essayaient trop de ne pas perdre la face et donc de lui donner des chances, de le mettre dans le 5 dès qu'il ressortait de blessure alors qu'il n'a pas de niveau, de le mettre meneur. Dinwiddie, tu voyais clairement qu'il tirait la gueule, honnêtement. Hein. D'ailleurs, il l'a dit à moitié qu'il était en grève et tout. Et ça va un peu mieux. Je pense que c'est un point de réglé. Je ne sais pas si Ben Simmons va rejouer de la saison, mais en tout cas, ils ont enterré le projet Ben Simmons avec le départ de Jack Vaughn, avec le nouveau coach qui a l'air de vraiment dire bah écoute, si tu joues, tu joues. Mais si tu joues, tu vas te battre avec Deron Sharp là, et Watford pour être un remplaçant. Parce qu'en fait, Claxton, il est titulaire. Parce qu'en fait, Claxton, on va le re-signer et que tu ne peux pas jouer en même temps que Claxton. Parce que ça fait deux non-shooters Ouais, absolus c'est et qu'en ça, plus, ouais. Claxton, tu le vampirises. C'est-à-dire que quand il y a Simmons, Claxton, il sert à rien. Tout ce qu'il apporte par son dynamisme, ses écrans, ses coupes, parce que c'est un intérieur très, très, très mobile, qui a la possibilité de poser des écrans très, très hauts, ce qui est très intéressant pour des shooters ou des dribbleurs, parce qu'il est tellement rapide quand il coupe au cercle qu'il peut partir de plus loin que les autres intérieurs. Et être quand même une menace au lob. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Là où, en gros, pour être une menace au lob, il y a des intérieurs qui ont besoin de poser leur écran quasiment au lancer, tu vois, et juste de se retourner devant. Ou par exemple, un Gobert va pas être si à l'aise de devoir couper et tout à pleine vitesse, parce que s'il doit changer de direction, que la défense a anticipé, bah, il est un peu lourd et tout. Claxton, il se déplace quasiment comme un ailier sur ces trucs-là. Et c'est hyper intéressant. Et les deux derniers matchs contre Atlanta, par exemple, bah, tu comprends tout de suite beaucoup plus comment ils jouent. Et je crois que le modèle, c'est de refaire, entre guillemets, pardon, je suis un peu long, mais c'est plein de choses, le Nets. C'est de refaire un modèle d'équipe à la Phoenix. C'est-à-dire qu'en gros, tu as déjà tout le monde. Si vous prenez les Suns là, qui vont en finale, en gros, tu as DeAndre Ayton à l'intérieur, donc tu as un pivot défensif. Je pense que le modèle avec Claxton, tu colles, à peu près. Tu as tes deux ailiers, c'est les mêmes, Bridges et Johnson. Et tu Ouais. avais un backcourt Chris Paul Booker. Et je pense dans l'absolu que c'est ça qu'ils veulent aller chercher. C'est un joueur pour un joueur niveau Booker ou un joueur à peu près, quoi. À l'époque de ce qu'était Booker, un All-NBA quoi, sur l'arrière. Et en fait, je pense qu'ils ont tout. Ils ont vraiment tout. Ils ont les role-players. Finney Smith, c'est un des role-players les plus précieux de NBA. Schroeder en meneur remplaçant, Cam Thomas en dynamiteur et tout. Sauf cette espèce de Booker, de Donovan Mitchell parce qu'il le cible, voire Trae Young qui est aussi. Trae Young, il y a eu des signes un peu chelous là pendant les deux matchs contre les Hawks. Il y avait un peu des clins d'œil avec Bridges. Ah ouais? Ouais, ça se dragouillait un peu. J'ai Mais l'impression. Trae Young, j'ai l'impression qu'il essaie d'être copain avec tout le monde, en fait. Hein. Ouais. On l'a vu Bah, en tout avec cas, Victor. il essaie d'être plus copain avec les gens qui portent des maillots avec autre chose que du rouge Ouais, et un faux C'est compte ça. dessus. C'est bizarre, hein, bizarre. je serais coéquipier avec lui. Tu sais, c'est le mec qui est tout le temps salaire avec sa femme et qui est super gentil avec tout le reste, tu vois. Ouais. Bon, ok, pourquoi pas. Mais je sais pas. Voilà, je vais pas enchaîner, mais et du coup, les Nets sont super critiquables. Et c'est pas que je veux les défendre, mais c'est qu'il faut comprendre un truc. En fait, ils ont leur équipe, elle a été faite à l'envers. Ils ont fait leur transfert, ils ont subi. Les Oui. transferts sont pas si mal, sauf celui d'Arden qui est horrible pour Simmons finalement. Moi, j'étais le premier à dire ah, c'est pas si grave, voir ses gagnants et tout, parce que je pensais que Simmons, avec l'âge, sur le long terme et la durée du contrat, t'allais retrouver un point d'équilibre. Bon, en fait, bah non, faut abandonner le projet Ben Simmons, ça y est. Mais par contre, les contreparties pour Durant et Kyrie, elles sont bonnes. Ils ont refait des trades pas mal à la trade deadline. Hein. Récupérer des petits assets pour Royce O'Neal, récupérer Schroeder pour Dinwiddie et tout. Si en fait assez vite ils font le bon trade ou ils signent le bon free agent, moi je pense qu'ils ont une équipe qui est capable d'être tout de suite compétitive à l'Est.
Ok, tu les vois revenir dans la course, mais encore avec du coup un joueur niveau star. J'ai quand même du mal à me dire quelle star va vouloir retourner à Brooklyn, tu vois, alors que la dernière fois qu'il y a eu des Ah stars ouais? à Brooklyn. Ouais, je sais pas. Après, tu auras toujours des mecs qui vont Ah, ça vouloir. reste Brooklyn, Chris, Oui, quand ça même. reste. Non, non, mais attends. Ah ouais, moi je pense. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je comprends au niveau du staff et peut-être que les meilleurs potes de Kyrie vont se dire moi je joue pas par solidarité, je joue pas pour Jotsai et tout parce que Jotsai et Kyrie c'était devenu vraiment malsain humainement. Ah oui, oui. Les deux s'envoyaient des trucs. Enfin, et Marx au milieu a pas réussi à rétablir le truc. Mais je sais pas, Durant par exemple arrête pas d'envoyer des trucs que c'était quand même que limite Durant il était là genre moi je serais bien resté si c'était pas parti en couille. L'organisation est super classe, le quartier tout ça. Je sais pas, je pense quand même. Et puis dans la géographie américaine, tu vois, tu joues à New York quoi. C'est Ah quand oui, non, même mais le ça, gros marché de c'est tous sûr. les mecs de la côte Est. C'est quand même une ville, c'est quand même un endroit pour le basket et tout. Un exemple tout con, mais Cleveland, là, s'ils font des playoffs à peu près similaires à l'an dernier, Mitchell, au bout d'un moment, il va se dire. Enfin, je sais pas, peut-être que j'hallucine, mais si demain on échange. Alors, c'est complètement hypothétique, mais en gros, Cam Thomas, il fait sa vie. Et à la place de Cam Thomas, il y a Donovan Mitchell au Nets. Là, au Nets actuel. Ok. C'est une équipe à peu près similaire à Cleveland pour moi, non, en termes de performance potentiellement. Si ton option 1, c'est Donovan Mitchell, ton meneur, c'est Schroeder à côté, tu as Bridges, Johnson, Claxton, Finney-Smith sur le banc, Lonnie Walker, etc. T'es pas si loin de Cleveland, non du Cleveland actuel. Ouais, les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre se compensent, tu vois, Parce que s'équilibrent, c'est on leur va dire. plan, hein. Je pense que c'est leur plan, c'est d'aller attirer un arrière All-Star. Bah, par rapport à la démonstration que tu nous as faite, en tout cas, oui, le plan semble s'orienter vers ça. Mais oui, après, c'est vrai que Brooklyn, comme vous dites, reste un marché attractif. C'est un maillot, c'est une destination, c'est une situation géographique. Mais c'est aussi un passé récent qui est quand même assez compliqué de mon point de vue, tu vois, où C'est on a vrai, beaucoup c'est vrai. plus parlé de Brooklyn pour les histoires autour que pour le jeu sur le terrain. Et c'est vrai que j'aurais plus tendance à revenir sur ce que tu disais, Cédric, au début. Euh, la préférence que tu avais pour l'équipe de Brooklyn avant l'arrivée du trio, Harden, etc., Irving, quand tu avais une équipe autour de Dinwiddie, de Jarrett Allen à l'époque, tout ce genre de, cette construction qui va peut-être pas t'emmener au titre au bout de 2-3 ans, mais une construction peut-être un peu plus intelligente, tu vois, où tu viens pas, où tu vas pas essayer de faire venir une star ou du bling bling et te dire bah non, je vais prendre le temps, je vais travailler, j'ai des joueurs intéressants, j'ai des contrats autour de Michael Bridges, Cameron Johnson. Ok, je me débarrasse des surplus ou des joueurs qui ont peut-être le même profil ou qui sont sur les mêmes postes un petit peu et qu'est-ce qui me manque et sans faire venir des stars, est-ce que je peux, bah voilà, par un trade, par un mouvement intéressant, aller choper des choses qui vont te faire construire petit à petit. Je sais pas, toi, Cédric, tu es plutôt côté Simon, il faudrait un meneur ou un poste arrière star pour faire remonter l'équipe, ou alors, Bah, il leur faut une nouvelle star, ouais, je pense. ok, tu es plutôt de cette. Mais tu Ok. vois, par exemple, je suis plus confiant que Brooklyn signe une nouvelle star cet été que San Antonio, par exemple, quoi. Toi, on disait par rapport au marché, par rapport, Ouais, bah voilà, il y a des franchises qui attirent naturellement, quoi, oui, tu bien vois. sûr. Donc, ça joue vachement. Enfin, tu vois, et pourtant, tu vois, à San Antonio, t'as le futur grand joueur de NBA, quoi. Donc, Oui, tu as un côté un peu paradoxe, tu vois, de te dire, tu as peut-être le mec qui va mais dominer qui la va y ligue. aller malgré, tu vois, malgré la présence de Victor, qui va signer vraiment à San Antonio? Est-ce qu'il y aura un jour une grande star qui va signer à San Antonio, quoi? C'est quand même, historiquement, c'est arrivé qu'une seule fois, quoi. Donc, c'est chaud, C'est quoi. injuste, c'est injuste la NBA, tu vois. Les Spurs, ils font tout bien, mais effectivement, le Ouais. seul free agent en 30 ans qui signe, c'est la Marcus Aldridge. Et les Nets, t'as l'impression que c'est les gens comme ça dans la vie qui peuvent se permettre un peu plus de déconner parce que Hmm. bah, c'est comme ça, c'est injuste. Mais les Nets, ils ont fait un peu n'importe quoi. Et tu regardes, ils signent Kyrie, ils signent Durant. Je sais pas, je pense quand même que c'est Scola qui disait ça au tout début du projet. Il disait, vu les structures, vu l'équipe, vu la dynamique à New York, vu quand même le rôle de cette ville, toutes les opportunités avec les conseillers, les trucs, tout le monde te pousse à signer, enfin, à faire du business là-bas et tout. Ils ont un privilège. C'est un club voué normalement à être, mais un peu comme les Clippers, tu vois, ça se correspond. T'es à la fois le Ouais. petit frère d'un truc mythique et en même temps, tu es quand même plus gros que tous les autres clubs, entre guillemets, provinciaux ou Hmm. quoi, parce que tu es quand même dans la grosse ville de ton côté. Moi, j'aime bien diviser les États-Unis en deux pays. Hein. T'es la capitale des gens qui ont grandi à l'Est, quoi. Boston est peut-être Carrément. le centre un peu historique et tout, mais New York est le centre cool, financier, puis les opportunités, les trucs et tout.
Durant en parlait très bien, c'est pour ça aussi. Bah, il disait que d'ailleurs son management, il l'a avoué là que déjà au premier départ d'Oklahoma, il était censé signer à peu près au Knicks, mais c'était trop le bordel. Alors je sais plus pourquoi il y avait le contexte, mais il y avait des histoires de Dolan venait de virer au clé, je crois. Porzingis, c'était des histoires de, enfin je sais plus, mais que ça s'était pas fait, mais que lui de toute façon avait en tête de signer au Knicks ou au Nets, enfin en tout cas de vivre à New York, de vivre l'expérience, de jouer au basket, d'être payé pour jouer au basket dans une salle à New York, quoi. Je rejoins Cédric là-dessus. Tu vois, là, cet été, si tu es Donovan Mitchell, c'est l'exemple typique, mais parce que je pense que c'est le joueur qui irait le mieux dans la dynamique actuelle, mais même un autre joueur, et que tu es plus content de là où tu vas, et que tu travailles bien avec ton agent, et que tu fais ça bien, un peu comme Lillard a réussi à se sortir, même s'il n'a pas eu ce qu'il voulait avec Miami, mais que tu te dis, voilà, en gros, je veux me barrer, je veux bien un sign and trade, monter un sign and trade, et mon option A, c'est Brooklyn. Bah, je sais pas, le projet Brooklyn, si t'es la star, on te dit quand même, ton lieutenant, ça va être Bridges, ton pivot défensif, c'est Claxton, ton meneur à côté de toi pour réguler le jeu, c'est Schroeder. C'est pas mal quand même. Ah oui, clairement. Après, moi, je suis pas sûr que. Là, je mets du point de vue de l'arrière-star, tu Ouais, vois, ouais, oui. de me projeter. T'es dans l'attitude Mitchell, tu te dis, ouais, ça me va, tu vois, je pense que le cadre est bon. Par contre, il va falloir être patient et puis il va falloir réussir à signer cette star parce qu'en attendant, l'équipe, elle n'a aucun sens. C'est quasiment la seule équipe de NBA qui n'a pas de franchise player ou de potentiel franchise player. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas à l'heure actuelle et ils n'en ont pas potentiellement dans 2 ans. Cam Thomas, je l'adore, mais jamais de la vie, il est ça. Non, ouais, c'est clair. Ouais. Par contre, Simon, je suis désolé, Ahmed Donovan, il va signer à New York, mais au Knicks. Au Knicks, tu penses? Je le sens venir chaud. Ah, peut-être bien, ouais. Mais après, oui, ça serait mieux pour les équilibres des équipes qu'il aille au Nets. Ouais, mais... non, mais il y a Trae Young qui va être sur le... Et puis, de toute façon, c'est dynamique, la NBA. Dans un mois, on se reparle. Il y a des projets qui ont échoué en play-in et les mecs vont faire un caca nerveux et ils vont demander leur trade. C'est clair. Non, c'est clair, il va y avoir des joueurs disponibles de toute façon après le premier tour. Hein. Donc, on va observer ça, cette équipe de Brooklyn, comment ça va. Bon, fin de saison, certainement en roue libre et pour voir un petit peu comment ça va se dérouler pour la saison prochaine. Ils ont des tours de draft, Brooklyn? Je sais pas. Bah, c'est chelou. En fait, ils en ont, mais pas les leurs. C'est très bizarre. Ils ont des tours de. Alors, je veux pas dire. Les leurs sont à Houston. Toujours sur le trade d'Arden, le trade de départ. Les leurs. Parce qu'à l'époque, c'était dans le futur, mais du coup, c'est les leurs à l'heure actuelle. Mais Houston, ils vont se régaler, quoi. Ouais, mais tu sais que sur la table, il y a aussi les Nets la possibilité de tout reset et de tout casser, d'envoyer Michael Bridges à Houston pour récupérer tes pics. Il y avait des bruits aussi comme ça, mais ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils se donnent quand même cet été si jamais ils veulent. En fait, c'est ça qui est pas mal, Brooklyn, c'est qu'ils peuvent à la fois complètement reconstruire très vite, si vraiment ils décident. Je pense que le plan A, c'est une star, un arrière All-Star et tout cet été, ou au mercato suivant, enfin à la trade deadline, là, en 2020, sur l'année, quoi. Sur l'année civile. Ouais. Genre jusque dans un an où on se parle, et ils ont un accord avec un agent, croix de bois, quoi de fer, machin. On croise les jets de pipi aux toilettes, on s'est mis d'accord, quoi. Soit ils ont ça, soit s'ils n'arrivent pas à avoir ça tout de suite avec un accord, je pense qu'ils peuvent péter l'équipe. Et par contre, ils peuvent aller très vite. Et ça, Marc, il sait faire. Il avait réussi à monter une équipe, tu l'avais dit, hyper cool, sans pic. L'équipe Jarrett Allen, Dinwiddie, Levert et tout. Mais il y a encore pire, en fait, si vous regardez bien l'évolution des Nets, c'est quand ils font venir Harden, l'année où, en fait, les deux signent. C'est 2020. Et KD est encore blessé. Avant de faire le trade d'Harden, ils ont un effectif sur le papier. C'est le meilleur des deux mondes. Parce qu'en fait, le trade, ils donnent trop pour Harden. Et je pense qu'ils n'avaient pas assez confiance en Claxton parce qu'ils introduisent... comment il s'appelle déjà l'autre grand... DeAndre Jordan. Oui, ils font signer des... ils font venir DeAndre Jordan sur la saison. Donc ça, c'est la 2020-21. Mais l'effectif, du coup, en 2019, au moment... Ils ont une armée, en fait. Ils se sont débarrassés de Jarrett Allen à cette époque. Ils envoient Jarrett Allen, Caris Levert et je sais plus qui pour... ils l'ont donné en cadeau, quoi. Ouais. Et en gros, si je vous refais l'effectif qui est avant le trade d'Arden, c'est incroyable. Ils ont Jarrett Allen, pivot titulaire. Ils ont encore Claxton. Ils ont Dinwiddie, Durant, Joe Harris, Kyrie Irving, DeAndre Jordan. Ils ont encore Caris Levert. L'équipe-là était parfaite. Et c'était un péché d'orgueil, le trade d'Arden. Ça leur a pété... Je sais pas comment dire, c'est pas le bon mot, le péché. Je sais plus ce qu'on dit quand tu veux trop, quoi. Icar, quoi. Tu vois, le truc il y a le côté un peu caprice. Voilà, on veut une star. Brûler les ailes ou le truc de. Ouais, non, carrément. S'ils étaient restés sans Harden, je pense que ça aurait été bien mieux. T'as vu le développement de Jarrett Allen? Ouais, bah grave, ouais. Et même Caris Levert, et puis ça suffisait, en fait, Kyrie Durant. On l'a vu, quand les deux étaient déjà bons, c'était déjà bien, tu vois. Mais bon.
Puis au niveau Bah, des égos, c'était suffisant quoi, aussi. Quoi. ça restera un des what if quand même des dernières Ah, années. grave, Tu vois, il y a d'autres what if dans l'histoire. Moi, le premier qui me revient, c'est le Thunder époque Westbrook, Harden, Durant, tu vois. Mais le what if de Brooklyn avec Durant, Harden et Irving, ça C'est serait sacré aussi, tu vois. Moi, j'ai un souvenir quand même très précis, très vivace d'un truc. Cette équipe, elle est vraiment bizarre, mais rappelez-vous, quand ils jouent Milwaukee avant que Kyrie se blesse sur le rebond là, avec Giannis, les 3 premiers matchs avant que ça tourne, mais ils mettent mais Milwaukee, mais ils sont sur le banc, ils sont en mode, ils se prennent, c'est un All-Star Game. Le match 2, je crois, il y a 40 points d'avance, il y a Griffin, il met des tomards sur Giannis. Mais Et c'est peut-être l'équipe de l'Est hors Boston sur certaines séquences qui atteint le plus haut niveau de jeu. Ces Nets là avant la blessure et avant qu'Arden se fasse. Les Nets là, le peu de matchs, ça dure 2 mois, mais alors le niveau qu'ils ont sur les playoffs. Et puis après, il y a les blessures, il y a Harden qui se blesse, il y a Kyrie qui se blesse, et malgré ça, ils ont failli éliminer les Bucks. C'est quand même très chelou, soit ils ont fait n'importe quoi, mais ils ont quand même des sacrées excuses. Et puis bah, surtout, on oublie, mais s'il n'y a pas le Covid et que Kyrie commence pas à dérailler avec ses histoires de pas se faire vacciner, et puis après de jouer uniquement. Rappelez-vous quand même que Kyrie jouait que à domicile. Il jouait que à l'extérieur. Non, à l'extérieur. Voilà. il était interdit. C'est ouf. Et s'il n'y a pas ça, je pense quand même. Et ça se joue à un orteil de. Et à la fin, ça Durant, joue quand même à un orteil pour éliminer le futur champion en titre, alors que tu as des galères. C'est très bizarre ce qui s'est passé avec la pandémie, les Nets, le truc de faire quand même ton gros move pour tes free agents au moment de la pandémie, et que Kyrie, en plus, pas part en vrille mentalement à ce moment-là, parce que je crois que de ne pas jouer et de sortir un peu de l'équipe, moi je suivais le truc de près, il passait beaucoup trop de temps tout seul à cramer de l'encens et à faire des Insta Live là. Au lieu de jouer au basket et de faire ce qu'il aime, c'est un mec qui a besoin d'être entouré des autres pour pas perdre un peu. Et puis, bon, bref, mais Kyrie, c'est complexe, mais en plus, c'est un petit gamin endeuillé qui a perdu sa mère très très tôt. Son père est survivant du 11 septembre. Enfin, c'est un délire, la vie privée de Kyrie, mais ça te marque à vie. Et le mec est quand même multi-traumatisé d'événements familiaux intenses et tout. Ce fameux triangle, en fait, il dit que c'est lui, son père et sa sœur, parce qu'ils doivent être unis comme jamais au-delà de la mort. C'est un truc assez mystique, mais c'est aussi très dur à vivre. Et il doit pas être seul comme ça pendant la pandémie. Et en fait, de se retrouver seul au lieu d'être avec ses copains et de faire rebondir un ballon, quoi, il a vrillé, quoi. Il a vrillé. Je suis content de le voir à Dallas, honnêtement. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, qu'on on retrouvait un Kyrie apaisé, souriant, comme tu l'as dit aussi. Donc ça montre qu'il J'ai adoré ses réactions après Boston où il s'est fait huer, mais enfin au TD Garden, ils l'ont pas lâché pendant tout le match dès qu'il avait le ballon. Et ben il a été très, il a fait ouais non mais c'est normal. Tant que de toute façon j'aurais pas gagné contre eux, ils ont raison de me huer, ça fait partie du sport. Enfin, il était très détaché en fait, par rapport aux autres années où il avait dans la surenchère où il avait montré ses doigts. Ou la fois où il avait marché sur le logo là comme un bouffon pour aller chercher. Et puis les doigts d'honneur cachés derrière la tête. Ouais, voilà, c'est ça, surtout ça, quoi, surtout les doigts d'honneur, quoi. Tu te rappelles de ce match-là, Cédric? Ce match, il est historique, avec le speed move de Tatum pour finir au buzzer et tout. Le match 1 de la série là, il est d'un niveau de jeu. Et équipe quand même très bizarre, voilà. Mais moi, bizarrement, c'est équipe bizarrement. Mais tu vois, ils font le bon trade cet été, et puis en fait, tout de suite, les choses retombent à plat, et on va dire, en fait, projet hyper cohérent. Parce que tu as déjà ton option 2, ton option 3, ton pivot défensif, tes rotations, tes role-players, en fait, tu as quasiment tout. Ouais, c'est ça, ouais. Tes shooters et tout, t'as pas. Et c'est pour ça qu'ils perdent plein de matchs. Le nombre de matchs serrés où, en fait, à la fin, Bridges, c'est pas son jeu. C'est pas son jeu d'aller conclure des matchs. Il a un dribble raide et tout, tout le monde le sait, il dribble que main droite. Il dribble à moitié la main comme ça devant lui, tu vois, il a pas de... Limite, moi, je trouve qu'il devrait responsabiliser plus Cam Johnson, qui est beaucoup plus smooth, balle en main, et capable d'un peu plus de création. Bridges, c'est un finisseur, point barre, quoi. Enfin, bref. En tout cas, pas mal de choses. Ben Simmons, c'est sa dernière année, là, au niveau contractuel. On rentre dans la dernière l'an prochain. On rentre dans la dernière, donc il est encore là l'année prochaine. C'est pour ça que ça devient intéressant. Ouais, mais il est transférable du coup parce qu'il va attirer, est-ce qu'il est en fin de contrat, il va attirer les équipes. C'est ça, c'est pour ça que je vous disais, en fait, j'aurais dû être plus explicite, mais je pense qu'ils se sont donné 1 an là à la prochaine trade deadline, parce qu'en fait, le contrat de Ben Simmons à la prochaine trade deadline, il y a plein de gens qui le voudront, parce que là, il devient expirant, et tout de suite, c'est 38 millions que tu fous dans ton cap et que tu dégages pour l'été. C'est même un peu plus, hein. Il est à 40 l'année prochaine. Même plus. C'est un chouïa plus, 38 cette année, 40 l'année prochaine. Mais bon. Donc, ils ont 1 an pour faire le bon trade. Par contre, ça va être long pour les joueurs. Là, Bridges montrait des signes un peu d'impatience. Il va falloir que la star arrive pour que ça redevienne cohérent, et pour les joueurs et pour le public.
Ouais. Oui, Pas trop traîner non plus. Il faut faire à la fois preuve de patience pour pas se précipiter et faire le premier trade pour une pseudo-star qui va faire pchit. Ouais. Il faut bien la choisir. Parce que je pense aussi qu'ils se mordent un peu les doigts d'avoir dit oui trop vite aux stars d'avant, aux divas. Enfin, je pense qu'ils ont quand même un minimum retenu la leçon, j'espère. J'espère, ouais. On verra. Ok. Affaire à suivre alors. C'est ça, affaire à suivre en tout cas. Voilà, on arrive à la fin de notre conseil de classe de ce mois de mars. Pour nos 4 équipes. Ouais, voilà, février, mais notre conseil du mois de mars. Simon, on te remercie grandement, chaleureusement, tous les qualificatifs qu'on veut pour cette émission. C'était extrêmement intéressant de t'avoir pendant cette heure-là, cette heure d'émission. Merci à toi. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, c'est un plaisir. Oui. On te retrouve l'addition avec Bastien, t'en avais fait un la semaine dernière, si je ne m'abuse, non? C'est ça? On essaye de tenir un rythme à peu près mensuel entre l'agenda de Bastien, le mien, et puis les aléas de la vie. Mais ça c'est la base. Et puis là, ceci dit, je vais être un peu plus présent sur Trash Talk parce qu'il y a les espèces de passages obligés, mais qu'on adore, qu'on a mis en place depuis quelques années, le free flow science-fiction avant les playoffs. Yes. Oui, très bien. Avec, le gros morceau où on s'amuse un peu à essayer de voir le futur. Et puis peut-être aussi, on va voir, mais avant les... Parce que comme vous l'avez vu, avec l'addition tout ça et tout, on a des nouveaux studios, donc c'est peut-être un peu plus facile de se retrouver, peut-être un ou deux formats d'addition ou de free flow anglais avant les playoffs, on va voir. De toute façon, la communauté Trash Talk, elle est là, elle vous suit au quotidien, et vous faites du super boulot, franchement. Donc, continuez, ça fait plaisir de voir cette NBA qui grossit, et c'est en bonne partie grâce à vous quand même, en France en tout cas. Merci Cédric. Tout le monde, ouais. Oui. Merci à tous, franchement, c'était super cool. Très bonne émission. N'oubliez pas, donc vendredi, prochaine émission N1 avec Yannick, le conseil de classe à nouveau avec 4 autres équipes qui seront abordées avec Axel également. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Cédric. On reprend nos petites habitudes en duo. Simon, merci encore. Très bonne journée, très bonne semaine à vous. Profitez bien, plein de basket, encore de belles affiches toute la semaine en NBA et on se dit à plus tard. Allez, bye bye. Salut.